Dans l'exercice numéro 6 du TD de physique 10, il est question d'un solide qui va se déplacer sur un plan incliné représenté par l'axe OA, un plan incliné qui est orienté donc avec cet angle alpha, incliné de cet angle alpha par rapport à l'horizontale. Cet axe OX est orienté vers le bas. L'origine de l'axe OX est imposée dans l'énoncé. C'est le point O, donc le point de départ de notre système. Et notre système va évoluer jusqu'au point A qui est situé plus bas, qui est situé à une différence d'altitude H par rapport au point O. On vous demande de montrer qu'en l'absence de frottement, l'abscisse du solide vérifie la relation x égale 1 demi de g sinus alpha fois t au carré. Donc on vous demande finalement d'établir l'équation horaire relative à la position du système et la démarche est dans ce cas-là toujours la même. Il s'agit d'appliquer le principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton. Et on devrait arriver donc à cette relation. Donc, c'est ce que je vous ai fait ici. On présente avant tout évidemment le système, le solide de masse M, puis donc le référentiel, qui est donc ici le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen pour pouvoir appliquer les lois de Newton. Donc, concernant les bilans des forces, il n'y a ici que le poids P du système et la réaction normale du support à considérer. Il n'y a pas la réaction tangentielle du support qui correspond au frottement qui sont négligés dans cette première question. Concernant le poids P du système, il est représenté ici par cette flèche verticale vers le bas. La réaction normale du support, par définition, est toujours perpendiculaire, orthogonale à l'axe du support. Donc ce vecteur réaction normale est bien celui représenté à cet endroit-là. Et si on applique donc la deuxième loi de Newton, eh bien, cette deuxième loi de Newton permet d'affirmer pour un système dont la masse est constante que la somme des forces est égale à la masse du système fois le vecteur accélération. Donc c'est une relation vectorielle, vecteur poids plus vecteur Rn égale masse fois accélération du système. On sait que cette relation vectorielle ne nous est pas utile telle qu'elle, elle nous sera utile quand on va la projeter sur un axe. Alors pourquoi est-ce qu'on va choisir de projeter sur l'axe OX? Simplement parce que la question qui nous est posée, c'est d'établir la loi horaire X en fonction du temps. Donc ça semble logique d'appliquer de projeter cette deuxième loi de Newton sur l'axe OX, c'est ce que j'ai fait ici. Projeter sur un axe, ça veut dire que la relation qu'on a avec les vecteurs est la même concernant les abscisses de chacun des vecteurs. Donc l'abscisse du vecteur poids, que je note P indice X sans vecteur, plus l'abscisse du vecteur Rn, que je note Rnx sans vecteur, est égal à m fois l'abscisse du vecteur accélération, que je note A indice X. Que valent les abscisses de chacun de ces vecteurs? Concernant Rnx, pas compliqué puisque pour dessiner ce vecteur Rn, je ne me déplace pas du tout selon l'axe OX, je me déplacerai en revanche selon un axe OY qui serait orthogonal à l'axe OX. Et donc, comme je ne me déplace pas selon l'axe OX pour dessiner ce vecteur Rn, Rnx vaut 0. Concernant Px, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur poids, on en avait déjà parlé. Cet angle alpha qui représente l'inclinaison du plan incliné par rapport à l'horizontale, on le retrouve ici. C'est-à-dire que si on prolonge ici le vecteur Rn pour dessiner finalement ce que serait l'axe OY hein, si on en avait besoin, eh bien on retrouve l'angle alpha à cet endroit-là. Et donc, que représente Px? On en avait déjà parlé dans un précédent exercice. Je vous le remets peut-être, je vous l'affiche ici. C'était dans cet exercice-là. C'est exactement la même situation. Bon, il y avait une réaction tangentielle, mais peu importe. PY, hein, c'était donc la composante du vecteur poids selon l'axe OY. PX, la composante du vecteur poids selon l'axe OX. Hein. Vous voyez, l'axe OX est ici aussi descendant. Là, l'angle, il est appelé bêta, nous c'est alpha. Mais donc, qu'est-ce qu'on avait donné pour PX? Vous voyez que PX, si je pars de l'origine du vecteur poids, que je descends d'abord selon PY, mais ici on n'en a pas besoin et qu'ensuite je me déplace selon Px, je me déplace selon Px dans le même sens que l'axe OX. Donc Px va être de signe positif. Et en plus, Px, c'est le côté opposé à l'angle bêta. Donc on avait dit que Px divisé par P, puisque P c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle, et bien Px, côté opposé à l'angle bêta sur P hypoténuse, donne
sinus est égal à sinus de l'angle bêta, ce qui fait que Px était égal à P fois sinus bêta si on reformulait. Donc nous, on a exactement la même relation dans notre exercice, sauf que ce sera avec un sinus alpha et le poids P est lui-même étant égal à mg. Donc Px est égal à mg sinus alpha et c'est bien positif. Donc on en déduit que AX, puisque c'était ça qu'on cherchait, alors pas tout à fait, hein, c'est pas vraiment la question, mais on veut une information selon l'axe OX, et pour l'instant l'information qu'on a c'est l'accélération. L'abscisse du vecteur accélération est égale à g fois sinus alpha si on simplifie par les masses. Maintenant, comment remonter à la position x en fonction du temps si on connaît l'abscisse du vecteur accélération en fonction du temps? Eh bien, on peut intégrer une première fois pour avoir l'abscisse du vecteur vitesse en fonction du temps puisque AX est la dérivée de Vx, et bien pour avoir Vx, j'intègre AX. Donc G sinus alpha, je je l'obtiens finalement en dérivant G fois sinus alpha fois T plus une constante. Hein. Si vous dérivez ce Vx, vous obtenez AX. Avec C1, une constante qui est donc une constante d'intégration qui correspond à la valeur de Vx, lorsque t égale à 0, on peut se servir donc effectivement de cette condition initiale. On connaît la valeur de la vitesse de départ de notre système, puisque je vous rappelle l'énoncé qui disait que le solide partait sans vitesse initiale. Donc si le solide part sans vitesse initiale, la valeur de la vitesse est nulle, et donc par conséquent, l'abscisse du vecteur vitesse est également nulle. Donc si je pose que Vx est égal à 0 lorsque t est égal à 0, qu'est-ce qui va me rester? Il me reste 0 égale g fois sinus alpha fois 0 plus C1, ce qui permet de conclure que C1 est égal à 0. Donc, finalement, Vx a comme expression g fois sinus alpha fois t plus 0 que je ne mentionne pas. De la même manière, donc, je vais intégrer Vx pour avoir x, puisque Vx est la dérivée de x. Donc si on dérive 1 demi de g sinus alpha fois t carré plus c2, on obtient bien Vx égale g sinus alpha fois t, puisque la dérivée de t carré sur 2 donnera juste petit t. Et C2, quand on le dérive, n'apparaît pas. C2, de la même manière, est une constante d'intégration qu'on peut obtenir grâce aux conditions initiales. Or, on connaît la valeur de x de départ pour notre système, puisque notre système, comme l'annonce l'exercice, part du point O qui est confondu avec l'origine de l'axe OX. Donc, autant dire que le x de départ, le x à t égale à 0, vaut 0. Donc, si vous remplacez x à t égale à 0 par 0, et t par 0, vous allez obtenir 0 égale 1 demi de g fois sinus alpha fois 0 au carré, c'est-à-dire 0, plus C2, ce qui fait que C2 est bien égal à 0. Donc au final, on aboutit bien à x est égal à 1 demi de g fois sinus alpha fois t au carré, comme annoncé dans l'exercice. Question suivante, on vous demande d'exprimer la vitesse du solide au point A en fonction de petit g et de petit h. Donc, dans les questions qui suivent, une fois qu'on a des équations horaires qui ont été établies, les réponses sont toujours cachées dans les équations horaires qu'on vous a fait établir. On cherche la vitesse du solide au point A. Évidemment, il part d'une vitesse initiale nulle au point O. Sa vitesse va augmenter. Qu'est-ce qu'elle vaudra au point A? Si on cherche une information sur la vitesse, laquelle des équations horaires encadrées précédemment va donner une information? Évidemment, c'est Vx. C'est-à-dire que si je veux connaître la valeur de la vitesse euh, donc à une date particulière, je peux appliquer la formule g fois sinus alpha fois t. G est connu, alpha est connu. Par contre, c'est petit t qu'on ne souhaite pas. On veut une expression qui dépend uniquement de g et de h. Bon, évidemment, ça peut dépendre de alpha si on a besoin, mais en tout cas, il ne faut pas que le temps intervienne. Ça veut donc dire qu'on cherche il faut trouver une manière d'exprimer petit t. Or, petit t est également caché dans l'expression de x. C'est-à-dire que petit t, je peux l'isoler de x et l'injecter dans Vx. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, sachant que, est-ce qu'on connaît la valeur de x? Nous, on cherche finalement une date particulière, c'est la date particulière pour laquelle x va atteindre le point A. Eh bien, si on regarde le schéma qui vous est proposé ici, finalement, la valeur de x au point A, c'est quoi? C'est la distance entre O et A, puisque O, c'est l'origine de l'axe OX. Donc, la distance OA, c'est-à-dire la distance entre l'origine de l'axe et le point A, représente aussi l'abscisse du point A que je cherche. Donc, cette abscisse du point A, ou la distance OA, comment je peux l'avoir? Ben, en raisonnant dans ce triangle, puisqu'on connaît alpha et qu'on connaît H, je vois que OA, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle, H, c'est un angle, et H, c'est le côté opposé à l'angle alpha. Donc je peux poser que H divisé par OA, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle alpha,
divisé par OA qui est l'hypoténuse, eh bien c'est égal à sinus alpha. Et si vous posez ça, après c'est fini, puisque si vous l'écrivez de cette manière, si vous remplacez ce x par OA, c'est-à-dire par h sur sinus alpha, eh bien vous allez avoir quoi? Vous allez avoir que la date TA à laquelle le point A sera atteint est telle que x, c'est-à-dire h divisé par sinus alpha, est égal à 1 demi de g fois sinus alpha fois t au carré. Donc le t, on peut l'isoler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous l'isolez, ça fera t égale le 2 que vous passez de l'autre côté devient 2xa. Sur g sinus alpha, vous mettez une racine pour faire sauter le carré. Et vous remplacez ensuite xa, comme on l'a dit, par h sur sinus alpha. Vous pouvez le faire au tout début aussi. En tout cas, l'expression de la date TA à laquelle le solide arrivera au point A, c'est racine de 2h sur g fois sinus carré alpha fois A. Et ça, ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, le but de la question, c'est d'exprimer la vitesse. Donc, Vx est égal à g fois sinus alpha fois cette date particulière, c'est-à-dire g fois sinus alpha fois cette racine particulière ici. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai remplacé, vous voyez, le petit ta par racine de 2h sur g sinus carré alpha, et je ne le laisse pas sous cette forme-là, évidemment, puisque le sinus carré alpha, si vous le sortez de la racine, devient un sinus alpha qui n'apparaîtra pas finalement dans l'expression. Et attention, le g, lui, par contre, ne va pas simplifier. Le g, par contre, qui est ici, vous pouvez le rentrer dans la racine en mettant sous une forme de g carré. Donc ça fera racine de 2h fois g carré sur g, et le g carré sur g qu'il y a sous la racine va devenir le g qu'il y a ici. Donc Vxa, vos racines de 2gh, et évidemment, ça s'identifie à VA, c'est-à-dire à la valeur de la vitesse, puisque VXA, c'est l'abscisse du vecteur vitesse. Mais comme le système descend et donc le vecteur vitesse est orienté dans le même sens que l'axe X, je peux ainsi directement mentionner que Vx est égal à V, c'est-à-dire que la norme de la vitesse, c'est la même chose que l'abscisse du vecteur. Dans les questions 3 et 4, on vous demande une démarche qui est complètement identique, mais cette fois-ci en présence de frottement. Cette fois-ci, les frottements ne sont plus négligeables. Et il note petit f, le coefficient de dynamique de frottement. Coefficient dynamique de frottement, si on reprend les lois de Coulomb qui sont données en début d'énoncé, bah là, effectivement, il y a glissement, c'est-à-dire que les deux solides glissent l'un sur l'autre, enfin, du moins, le solide, le système se déplace sur le plan incliné. Donc la réaction tangentielle est égale au coefficient de frottement dynamique qui est simplifié dans l'écriture. Ici, on va juste noter petit f fois Rn qui est la norme de la réaction normale. Donc a priori, on aura besoin à un moment donné de cette relation. On va voir comment. Donc, si on reprend l'exercice qui était demandé, c'était celui-ci. Voilà. Donc d'abord, montrer que la loi de vitesse, que l'abscisse vérifie cette relation qui est un petit peu plus complexe que tout à l'heure. Alors, le principe reste le même, hein. C'est-à-dire que dans le bilan des forces qu'on va faire ici, le système donc, ne change pas, le référentiel ne change pas, mais on a une force supplémentaire qui rentre en jeu, c'est la réaction tangentielle. Réaction normale, poids, bon, je ne réexplique pas. La réaction tangentielle s'oppose au déplacement, donc est orientée vers le haut de l'axe X, et elle est tangente au plan sur lequel se déplace le système. La deuxième loi de Newton, cette fois-ci, s'écrit avec une force supplémentaire, donc vecteur poids plus vecteur Rn plus vecteur réaction tangentielle, égale masse fois accélération. Et vu que la question porte sur X, je vais projeter sur l'axe OX, c'est ce qui semble le plus logique. Donc la projection de cette loi de Newton sur l'axe OX donne abscisse du vecteur poids, c'est-à-dire Px, plus abscisse du vecteur Rn, donc Rnx, plus abscisse du vecteur Rt, donc Rtx, est égal à m fois l'abscisse du vecteur accélération, donc m à x. Là-dedans, Px, Rnx, on en avait déjà parlé tout à l'heure. Px, ça ne change pas, c'est mg sinus alpha et c'est positif, puisque Px est une composante orientée dans le même sens que l'axe X. Rnx, Rn n'a toujours pas de composante selon l'axe X quand on le dessine, donc Rnx vaut 0. Quant à Rtx, eh bien Rt a une composante uniquement selon l'axe OX, mais de sens opposé à l'axe OX. C'est pour ça que Rtx sera de signe négatif, et donc on a marqué moins Rt ici égale m à x. Ce qui fait que ax, si on divise par m et à gauche et à droite, aura comme expression g sinus alpha moins rt sur m. Le problème, c'est ce rt. Ce rt, on ne l'a pas, euh, mais ça veut dire que ce rt, on peut quand même utiliser, c'est ce que j'ai fait après, justement, il y a des frottements. Et s'il y a des frottements, comme on a dit, en appliquant les lois,
les lois de Coulomb, quand il y a du frottement, RT est égal à F fois Rn. Mais il y a toujours ce Rn qui me gêne. J'ai une inconnue, entre guillemets, soit RT, soit Rn. Donc j'ai projeté aussi la deuxième loi Newton sur l'axe OY pour avoir cette information sur Rn. Effectivement, si vous projetez sur l'axe Y, hein, c'est-à-dire que la relation vectorielle que vous avez ici est valable avec les coordonnées, les ordonnées notamment du vecteur poids, du vecteur Rn, du vecteur Rt, du vecteur A. C'est pour ça que j'ai mis un petit y en indice ici. Et si on la projette, la particularité en plus, c'est que ce AY, on ne va pas le garder indéfiniment. Est-ce qu'il y a un mouvement du système selon l'axe OY? Le système ne se déplace pas selon l'axe Y, il ne se déplace que selon l'axe OX. Donc vu qu'il n'y a pas de mouvement selon l'axe OY, eh bien simplement l'accélération est nulle selon cet axe et donc ça vaut 0. PY plus RNY plus RTY vaut 0. Il ne faut pas rester sur ce AY. Il faut marquer que ça vaut 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement. Donc, PY, on avait déjà parlé dans l'exercice numéro 5, c'est la coordonnée du vecteur poids selon l'axe OY, donc c'est une coordonnée qui est de signe négatif. Or, PY, c'est le côté adjacent dans ce triangle rectangle, c'est le côté adjacent de l'angle bêta qui serait ici. Donc, PY sur P en valeur absolue, c'est cosinus bêta. Donc, PY, ce serait P fois cosinus bêta, c'est ce qu'on avait noté cet exercice-là, mais avec un signe moins parce que PY, c'est une composante qui est orientée dans le sens opposé à l'axe Y, et donc PY doit être de signe négatif. Donc si on l'adapte dans notre exercice, eh bien ici c'est moins mg cos alpha, moins p fois cos alpha. Rny, en revanche ici, Rn a une composante uniquement selon l'axe Y et orientée dans le même sens que l'axe Y, hein, qu'il faut bien dessiner si on veut préciser les choses. Et bien donc Rny vaut Rn. Ce qui fait que Rn est égal à mg cos alpha. Et donc, c'est ce Rt qui me gênait, mais on avait dit que d'après les lois de Coulomb, Rt était égal à F fois Rn, et comme Rn, on vient de démontrer que c'était mg fois cos alpha, eh bien, j'en déduis que Rt est égal à F fois mg cos alpha, que je peux donc remplacer dans cette expression de Ax, qui devient G sinus alpha moins RT, c'est-à-dire FMG cos alpha, sur M, les M se simplifient, et donc ça vous fait que AX est égal à G sinus alpha moins FG cos alpha. Vous pouvez factoriser le coefficient G, et donc AX est égal à G fois sinus alpha moins F cos alpha. Donc maintenant qu'on a la composante AX, eh bien, composante AX du vecteur accélération, l'abscisse du vecteur accélération, on peut, de la même manière que précédemment, obtenir l'abscisse du vecteur vitesse, puis l'abscisse du vecteur position, en intégrant une première fois, puis une deuxième fois. Donc quand vous intégrez une première fois, que ce soit G, que ce soit alpha, que ce soit F, que ce soit alpha, ce sont des constantes. Donc AX est une constante, donc cette constante, comment est-ce que je l'ai obtenue? Eh bien, en multipliant cette constante par un temps t plus C1. Cette expression ici, si vous la dérivez, vous obtenez bien AX. Il faut bien considérer que G, sinus alpha, F et cos alpha sont des constantes, et donc ça vous implique bien que ça vous donnera cette expression après dérivée. Plus C1. Donc C1, c'est la même chose, hein. Comment est-ce qu'on l'a? C'est grâce aux conditions initiales. On pose que AT égale à 0, Vx est nul. Donc si vous remplacez T par 0 et Vx par 0, vous allez marquer que 0 est égal à G fois sinus alpha moins F cos alpha fois 0 plus C1. Donc C1 est nul. Donc l'expression finale de Vx, c'est celle-ci. Le C1 n'apparaît plus puisqu'il est nul. Et enfin, si vous intégrez ça une seconde fois, le t devient t carré sur 2. Donc c'est pour ça que j'ai marqué 1 demi de g fois t carré dans l'expression de x. Toujours plus une constante C2. Et ce C2, comment est-ce qu'on l'obtient? En posant que at égale à 0, x vaut 0. Et si x vaut 0 et t égale 0 dans cette expression, C2 est égal à 0. Donc l'expression finale définitive de x, c'est bien celle qui était annoncée dans l'exercice. Et de la même manière que tout à l'heure, on veut que vous exprimiez la vitesse au point A. Donc, si on veut la vitesse au point A, ça sous-entend que vous connaissez la date à laquelle le système arrive au point A. Et cette date à laquelle le système arrive au point A, je peux l'isoler de la loi de vitesse, de la loi de l'équation horaire concernant x. Si vous remplacez t ici par t indice A et que x, vous le remplacez de la même manière que tout à l'heure par h sur sinus alpha, puisque x, A, c'est la distance OA, hein. Donc on avait dit que c'était calculable par h sur sinus alpha. Vous pouvez isoler, alors c'est un peu plus lourd comme expression, le temps t, bon, sera du
XA sur fois 2, pardon. Ouais, le 2, vous passez de l'autre côté. Le G fois sinus alpha moins f cos alpha, vous passez en dessous, ça vous donne cette expression. Vous mettez une racine carrée pour isoler la date t. Et vous remplacez ensuite XA par H sur sinus alpha. Donc là, ça ne se simplifie pas plus que ça. Donc l'expression de TA est celle-ci. Et cette expression de TA qui est celle-ci, vous l'injectez ensuite dans l'expression de Vx qui est ici pour avoir l'expression recherchée. Donc, si vous remplacez ce petit t donc par tout ça, ça vous donne cette expression qui est un peu lourde, mais alors c'est pareil, hein. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire qu'est-ce que j'ai fait pour passer de celle-ci à celle-ci? J'ai simplement, que je dise pas de bêtises, oui, j'ai rentré finalement tout ce terme-là, je l'ai rentré euh, à l'intérieur de la racine en mettant un carré supplémentaire, donc le g carré cette parenthèse au carré, si vous mettez ça dans la parenthèse, bah, il y aura quoi il y aura quoi dans la racine? Il y aura un 2h au numérateur, il y aura un g carré, mais comme il y aura un g en dessous, c'est comme s'il ne reste qu'un seul g au-dessus. Et au-dessus, il y aura cette parenthèse sinus alpha moins f cos alpha, le tout au carré. Mais comme elle y est déjà en dessous sans le carré, eh bien c'est comme s'il y avait cette parenthèse, mais sans carré. Et ensuite, il y aura en dessous un sinus alpha. Et ça vous donne donc cette expression qui est celle de Vx, l'abscisse du vecteur vitesse, mais qui est aussi la norme de la vitesse, puisque la vitesse, le vecteur vitesse n'a qu'une seule composante qui est uniquement selon l'axe OX. Donc l'abscisse et la norme sont identiques ici, et aussi parce que Vx est orienté dans le même sens que l'axe OX. Donc Vx est positif, tout comme les VA.